Bonjour à tous et bienvenue dans le Big QSO, votre podcast dédié aux passionnés de radiocommunication amateurs et de technologie. Je suis Dimitri, F4 FLH, et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Sylvain, F4 GKR, un OM passionné et engagé pour notre communauté. Sylvain est également le président de l'IARU Région 1. Dans cet épisode spécial, en deux parties, nous allons plonger dans le parcours de Sylvain, découvrir ce qui l'a amené à devenir radioamateur et son engagement pour notre passion. Il nous présentera également l'IARU, l'organisation internationale qui regroupe les associations nationales de radioamateurs du monde entier, et nous éclairera sur son fonctionnement et ses missions. Malheureusement, je tiens à m'excuser par avance pour la qualité audio de cet épisode. Le son n'est pas excellent. Nous sommes des passionnés et pas des professionnels du son, mais nous faisons de notre mieux pour vous offrir un contenu intéressant et informatif. Si l'un de nos auditeurs maîtrise le sujet et souhaite rejoindre notre équipe, nous serions ravis de l'accueillir à bras ouverts. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement tous nos nouveaux abonnés et nos fidèles auditeurs. Votre soutien est ce qui nous motive à continuer cette aventure. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant pour ne manquer aucun de nos épisodes. C'est parti pour cette première partie en compagnie de Sylvain F4 GKR. Accrochez-vous car nous allons explorer ensemble le monde fascinant du radioamateur et de l'IARU. Restez à l'écoute pour la deuxième partie qui sera tout aussi captivante la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune actualité du Big QSO. Et maintenant, sans plus attendre, passons directement à l'interview passionnante avec Sylvain F4 GKR. Salut Sylvain, merci d'avoir accepté cette petite invitation pour répondre un petit peu à nos questions et nous faire découvrir ton passé et tes activités et puis ce que tu fais actuellement. Bonsoir Dimitri, bonsoir à tous. Merci de l'invitation et merci de me donner l'opportunité j'allais dire de raconter ma vie, c'est pas le but, mais au moins de partager un parcours. Voilà. Oui, bah, si, partager un petit peu ta vie ici, parce que ça nous intéresse un petit peu. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous parler de tes débuts dans la communication? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir radio-amateur? Parce que tu es quand même indicativé. F4 Kilo Radio, GKQ. Golf Kilo Radio, GKR, en effet. Voilà, GKR, pardon. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir radio-amateur comme ça? C'est venu du jour au lendemain ou comment Alors ça non, s'est passé? ça tombe, ça arrive rarement du jour au lendemain. J'ai commencé par être cibiste, comme beaucoup des gens qui sont radioamateurs. Et ça a commencé quand j'étais au collège, je pense. Je devais avoir, oui, même peut-être même en sixième, en cinquième, où j'avais un copain dont le papa avait une CB dans sa voiture. Et un D'accord. soir, en rentrant chez lui, voilà, on est rentrés en bus ensemble, et je suis passé devant chez lui et puis il m'a dit: «Ah, faut que je te montre un truc super». Et donc c'était dans les années 80, hein, donc parce que j'ai 52 ans bientôt, et à cette époque-là, la propagation était extraordinaire. Et donc dans la voiture sur le parking, sur le 27 mégas, on entendait des Italiens, des Espagnols, bref, des gens de partout. Alors évidemment, je parlais à peine l'anglais à l'époque, mais ça m'a fasciné en fait. D'accord. Voilà, c'est là que j'ai chopé le virus. Et puis j'ai fait de la CB, puis après du 45 mètres, D'accord. pendant des années, et voilà. Et puis c'est tout. Et puis, j'étais à l'école, donc j'avais plus le temps. Voilà, donc j'ai arrêté. C'est resté dans un coin, c'était resté une envie comme ça. Donc j'ai fait de la CB et plus, en gros de allez 12-13 ans jusqu'à 18 ans à peu près. Et puis après j'ai complètement déconnecté et puis je suis redevenu, intéressé par le sujet par hasard. Voilà, ça a été une retrouvaille en fait, bien longtemps après. Donc c'était pas du tout, le plan au départ, c'était pas de devenir radioamateur, c'était la radio qui m'intéressait, c'était un truc qui me fascinait. Et puis voilà, et puis ça s'est fait comme ça. Et puis un jour, et j'ai recroisé un copain que j'avais pas vu depuis des années qui me dit: «Ah bah, je viens de passer ma licence, je suis indicativé». Et du coup, je me suis dit: «Putain l'enfoiré, c'est génial». Et il m'a dit: «Ben écoute, c'est facile, il y a un radio club à côté, pourquoi tu viendrais pas prendre des cours?» Il dit: «Allez». Et puis voilà. D'accord. C'était quel radio club? F6 KGL,
voilà, F6 KGL et c'est comme ça que c'est grâce à la fine équipe de F6 KGL que en fait, j'y suis retourné comme dirait l'autre et je me suis dit: «Bon allez maintenant va falloir y aller, va falloir apprendre, potasser un peu» Ouais. et puis voilà et ça s'est fait comme ça, vraiment par hasard. Donc il y a eu un trou de l'âge de 18 ans à l'âge de 35, 36 ans, je sais plus. Voilà, D'accord, OK. Parfait. quelques Donc années. tu as passé, tu passé l'examen chez KGL et comment ça s'est passé? Alors déjà, comment s'est un petit peu passée ta préparation pour devenir radioamateur, donc auprès de KGL? Et comment s'est passé l'examen? Parce que à mon avis, tu as encore passé l'examen, toi, ça devait être encore sous Minitel? Non, c'était le tout début des PC, c'était le tout Oh! début. Ouais, D'accord. alors, je vais être honnête, bon, moi, j'ai fait des études supérieures, donc la partie théorique, technique, c'était relativement simple. Ça m'a pas embêté. En revanche, évidemment, la réglementation, il faut l'apprendre. Donc, bah, ça, il y a pas de secret. Donc, il faut aller au cours et puis il faut bosser, comme tout le monde. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on peut inventer, qu'on peut deviner, si on a le background technique. Par contre, la réglementation, bah, ouais, il faut travailler. Et donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai bâché, j'ai potassé et puis je me suis entraîné et voilà et ça s'est bien passé. Ouais. D'accord, OK. Alors il y a quelques petites montées de son ou pas, dessus. Alors je sais pas si tu bouges un peu ton micro ou autre, Non, mais non, je vais essayer de plus bouger. Non, non, j'ai le micro sur la tête, avec lui. il y a pas de souci. Je bouge plus, je promets, O je bouge plus. OK. Donc tu as passé ton examen directeur. Alors tu l'as passé où? À Villejuif, je suppose? Ouais, à Villejuif, ouais, ouais et on n'était pas nombreux, on était 3, je crois. Ouais, dans la petite salle au rez-de-chaussée, je suppose. Je me souviens plus, mais ouais, c'était enfin, voilà, je pense que je suppose que c'est toujours la même. Ouais, ouais, ça a jamais changé, hein, ça a toujours été là, hein. Les examens, se font toujours là-bas. Moi, j'en viens aussi, donc je sais un petit peu comment c'était et j'en garde un bon souvenir, ou moins bon, ça dépend des périodes. Et du coup, donc te voilà à KGL, te voilà maintenant radio-amateur. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de t'impliquer davantage dans cet univers-là? Qu'est-ce qui t'a fait dire: «Bah, tiens, aujourd'hui, je vais prendre un peu de responsabilité» ou comment ça s'est passé? Alors ça, c'est une longue histoire. Alors en fait, déjà, la vie associative, j'ai quand j'étais ado et que je faisais de la CB, on avait monté un radio club, enfin radio club, oui, un radio club de cibistes, ça s'appelait aussi comme ça aussi et Ouais, donc c'était une association loi 1901 et je participais à la vie associative déjà à l'époque et je crois que j'ai été président de l'asso, à 18 ans, pas longtemps, mais un petit peu et en fait, j'ai toujours eu, je me suis toujours dit que, ben, il y avait, le monde se partage en 2, il y a ceux qui se plaignent et il y a ceux qui font et je me suis dit que, bah, j'allais faire. Ouais, j'allais essayer en tout cas, voilà. Donc j'ai toujours été volontaire pour filer un coup de main, on va dire. Et alors, côté radio amateur, c'est vraiment le hasard complet. Il se trouve que j'ai fait des études dans des domaines théoriques, domaines techniques, donc j'ai un peu de background théorique sur le sujet. Je parle anglais, donc déjà, on n'est pas forcément super nombreux, à faire et de la technique et à parler anglais, et à être radio amateur. Et c'est, Jean-Luc, F6GPX du Radio Club, F6KGL qui me dit: «Ah bah écoute, je sais qu'au REF, ils cherchent quelqu'un, pour filer un coup de main auprès de la rue, est-ce que ça t'intéresse?» Ouais et je dis: «Écoute, ouais, si tu veux, pourquoi pas?» Voilà et donc s'en est suivi quelques discussions et jusqu'au jour où, c'était F1 TE qui était à l'époque, je crois, qui m'avait appelé, donc ça, c'était en 2013, je crois, qui m'a appelé, qui m'a dit: «Ben, il y a besoin de quelqu'un pour rejoindre, le groupe du REF qui participe à l'IRU, est-ce que ça t'intéresse?» Bah, je dis: «Oui» et voilà, ça a commencé comme ça et donc j'ai commencé comme, membre de l'équipe française donc c'était une conférence qui était à Varna, alors j'ai honte, mais je ne sais plus dans quel pays c'est. Il faudrait que je vérifie. J'ai honte, et voilà, donc je suis parti là-bas. Ah, tu es arrivé au REF, on t'a demandé de participer à la vie active du Yaru et automatiquement tu as accepté. Bah, ouais, parce que je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas?» Ça peut être, l'occasion de participer à quelque chose de sympa et donc je suis parti, avec l'équipe et puis j'ai commencé à prendre part dans les discussions là-bas, et donc les sujets, c'était, les plans de bande, c'était, et à l'époque déjà commençait à venir sur la table le sujet des problèmes de coexistence entre Galileo Pour et le le 1 service giga 2. amateur en 2014.
voilà et donc on a commencé à parler de ça en 2014 et déjà à l'époque on me disait: «Mouais, ça va pas sentir bon». Voilà et puis ça a été, disons ma prise de contact, avec les rues à l'époque et après ça en fait j'ai continué, mais c'était plus sur des problématiques d'études j'ai filé pas mal de coups de main sur des problèmes d'études de compatibilité entre les services amateurs et les autres. Alors, bah, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et ben, par exemple, quand on a, eu à discuter Oui, de l'extension du 50 mégas, donc ça c'était en 2014-19, en 2019, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, pour démontrer que le service amateur allait pas brouiller les autres services et donc tout ça, ça se fait sur des études théoriques. mmh, Et donc moi j'ai participé pas mal sur toutes les études qui étaient faites, qui ouais, sont parce que je me souviens, le basiquement des 50 simulations. mégas, à Voilà. l'époque, il y avait certains départements qui avaient le droit, je crois, à l'époque, je crois que ça devait être 100 watts, d'autres, ça devait être que 10 watts et d'autres qui n'avaient pas du tout accès, je crois. Alors il y a eu une période où l'accès aux 50 n'était pas homogène parce qu'une partie de ce spectre était utilisée par la SNCF, si je me souviens bien, ou les RATP, je sais plus, pour des liens vidéo sur l'accès aux gares, pour, de la visualisation vidéo et donc, si je dis pas de bêtises, je crois. Et donc c'était pas actif partout, ça dépendait, bah, des et ça c'était en cours de démontage et donc il y avait une partie, Ah oui, oui. bah, il y avait Ouais, je certains m'en endroits où on souviens de pouvait ça. pas. On avait, moi, à l'époque où je Ouais, passais voilà. mon certif, eh ben, on parlait du Yaru, enfin du 50 mégas et automatiquement, il y avait la carte de France à apprendre et à se repérer par les départements, Oui, alors si on y avait quel droit c'était ou effectivement. pas d'ailleurs. C'est ça, c'est ça, voilà et donc j'ai continué à filer des coups de main, en 2014 jusqu'à 2017 en fait, hein, sur tout ce qui était, simulation, calcul, pour valider, en gros les coexistences entre nous, ce qu'on faisait dans les bandes amateurs et puis les autres utilisateurs du spectre. Donc faire pas mal de calculs, pas mal de tambouilles en sous-marin. Voilà, puisqu'il y a, une partie de l'équipe de l'IRU qui est pas mal active, pour défendre les bandes, on va dire, ou du moins pour essayer de les préserver ou pour essayer de gagner du spectre. Et donc moi, j'ai filé des coups de main sur, la rédaction des documents, participer à certaines réunions et filer un coup de main sur D'accord, voilà, toutes les études tous les calculs. oui. Et donc ça, je trouvais ça sympa. Voilà et puis en 2017, F1TE m'a dit: «Mais pourquoi tu te présentes pas, au conseil d'administration de la rue?» Bah, j'ai dit: «Écoute, pourquoi pas?» Voilà et donc j'ai été candidat, proposé par l'OREF D'accord, et directement. j'ai été élu, membre de voilà et donc je me suis retrouvé, membre, du conseil d'administration, qui est composé de 5 personnes, plus, le président, plus le vice-président, plus le secrétaire et le trésorier et donc je me suis retrouvé, sans vraiment savoir de quoi il s'agissait pour être honnête au début. Enfin si, j'avais un aperçu, mais j'étais pas, ouais, forcément au courant des détails. Je me suis retrouvé à participer à tout ça et puis ça m'a plu en fait. J'ai trouvé ça sympa. Et puis surtout en fait, j'ai rencontré une équipe, de gens qui sont passionnés aussi et puis qui s'investissent et j'ai trouvé ça super. Ça m'a ouais, je trouvais que c'était sympa, d'avoir une passion et de passer du temps et puis de se dépouiller pour essayer de faire avancer le public, D'accord. tous ensemble. Je trouvais ça sympa et puis le covid est arrivé, en 2020 et là c'est devenu très compliqué. Parce qu'il y avait plus de réunions possibles, il y avait plus de enfin beaucoup de choses ont été très, changées, on va dire dans la communauté. Il y a beaucoup de gens qui étaient coincés chez eux et on a essayé de voilà de promo tout de mettre en avant l'activité radioamateur comme un Ah moyen bah oui, de c'est garder sûr, le et lien entre les gens, quoi. puis là, à mon avis, il y a dû y avoir quand même pas mal de remises en question. Comment vous organisez? Comment répondre, aux demandes quand même? Parce qu'il y a Exactement. eu, c'est quand même 3 régions différentes. Toi, donc là, on parle du Yaru région 1, voilà. Moi, je suis région 1, D'ailleurs, ouais. l'Yaru, il y a peut-être nous, on va peut-être savoir un petit peu ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, en 2-3 mots, ce qu'est l'Yaru? Ouais, bien sûr. Alors à quoi ça sert? Alors déjà, à quoi ça sert? Alors c'est en fait la fonction principale de l'IRU, c'est de représenter, le radioamateurisme dans les instances, de régulation internationale. Ça, c'est la fonction première.
Donc ça a été créé en 1925, en même temps que la majorité des associations nationales, donc le REF par exemple, ou la RRL, ou d'autres associations, ont toutes été créées à peu près à cette période. Et l'IRU avait été créé à l'époque pour représenter les D'accord. radioamateurs au sein de l'ITU. Euh, qui était donc depuis très longtemps, alors je ne sais plus depuis quand exactement, je crois que c'est 2025, 1925, mais je ne suis pas certain. L'IRU a un statut, est reconnu à l'ITU comme observateur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un observateur? C'est qu'on a le droit de participer aux discussions, mais on n'a pas le droit de vote, puisqu'en fait, il n'y a que les États qui ont le droit de vote. Et les autres, les observateurs, on a le droit de discuter, on a le droit de contribuer aux différentes études techniques, de proposer des choses, de participer au débat. En revanche, quand il s'agit de voter, il n'y a que les nations qui peuvent voter. Et donc, en France, ce sera la France qui Oui. vote, qui est représentée par la NFR. Voilà. Et nous, on fait du lobbying, on va dire, pour essayer de se faire entendre. Et puis on fait aussi, voilà, et on participe activement à toutes les études. Donc c'est les études techniques dont je parlais tout à l'heure. Au même titre que les autres, simplement, au moment où il faut D'accord. voter, on n'a plus le droit de lever la main. Voilà. Donc il faut qu'on soit convaincant. Donc ça, c'est une des missions de l'IRU, c'est de défendre, de représenter le monde amateur, on va dire, dans ces instances-là. Donc aussi bien au niveau de l'ITU que des organisations régionales. La CEPT, c'en est une, mais il y a d'autres choses que la CEPT. Il va y avoir l'ATUE en Afrique, l'Union arabe des télécommunications, enfin bref, il y en a une dizaine dans le monde. Et notre rôle, c'est de siéger dans ces instances-là et d'essayer de représenter D'accord, oui, parce que les intérêts des radioamateurs. Et en, voilà. Et en plus donc ça c'est on va dire notre mission historique. Et la deuxième partie qu'on fait, c'est qu'on essaye de promouvoir le radioamateurisme en général. Donc d'essayer d'avoir une action positive pour que notre hobby soit reconnu comme étant quelque chose qui a une valeur et qui apporte quelque chose, et pas simplement un passe-temps, comme n'importe quel autre passe-temps. Parce que c'est un passe-temps qui a la particularité c'est un passe-temps qui cherche à promouvoir la compétence technique, qui cherche à faire en sorte que les gens ils apprennent des choses, qui montent en compétences entre guillemets, voilà. Donc on essaie de promouvoir ça et en quelque sorte de dire que oui, effectivement, on a accès à du spectre gratuitement, c'est vrai, mais qu'en contrepartie, on a une valeur ajoutée qui est qu'on contribue à la formation des gens, on contribue à faire en sorte que les gens, que le radioamateurisme, c'est un moyen pour les gens de mieux comprendre le monde technique dans lequel ils vivent et de ne pas être que des clients et que ne pas être que des acheteurs oui, il y a une de partie solutions sur aussi qui étagère. est, entre guillemets, Ouais. utilisateur, mais utilisateur, c'est averti, Averti, on va dire. Voilà. impliqué et nécessaire pour l'ensemble de la communauté, hein, de toute façon, hein. Je ne parle pas de communauté radioamateur, mais je parle bien de la communauté, au sens large, humaine. Et ben, en fait, voilà, pour faire un petit aparté parce que j'ai pas eu l'occasion de parler de ce que je faisais dans la vie professionnelle et je veux pas forcer, c'est pas le sujet ce soir, mais de la discussion, mais un des problèmes donc qu'on rencontre dans nos pays européens, mais pas que, c'est qu'on a un nombre de personnes qui comprennent la technologie, qui est de moins en moins grand. Et alors c'est pas forcément, je dis pas qu'il faut que tout le monde comprenne la technique. Le problème, il est que si on veut être souverain et on veut continuer à maîtriser ce qu'on achète et continuer à comprendre ce qu'on fait et ne pas être que des simples clients, des simples acheteurs, eh ben, il faut qu'il y ait quand même des gens qui s'intéressent à la Oui, bien technique sûr. et qu'il y ait quand même des gens qui comprennent comment ça marche. Et les études techniques, c'est important et que si ça n'intéresse plus personne, eh ben, dans quelques années, il ne faudra pas s'étonner si un jour on nous dira bah non, la technique c'est trop compliqué pour vous, maintenant vous faites comme tout le monde, vous achetez puis c'est tout. Voilà. Si on veut garder un petit peu d'indépendance et d'autonomie, Ouais, ben, il faut parce que je s'intéresser à crois la qu'on est technique et les il faut seuls au comprendre comment monde ça marche. à avoir l'autorisation d'émettre sur des appareils qui ne sont pas spécialement homologués, puisque quand on fait notre propre émetteur, ben, c'est pas spécialement homologué. Ah, voilà. Non, et un des problèmes, Il y c'est en que a des gens qui font leurs émetteurs, aussi. il y en a de moins en moins. Alors ça ne veut pas dire que voilà, ça veut pas dire que ceux qui ne le font pas n'ont pas le droit d'utiliser les bandes, bien au contraire, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut maintenir enfin à mon sens, hein, il faut qu'il y ait un nombre de gens qui comprennent la technique et qui la maîtrisent. Il Ouais, faut que oui. ça reste, Mais je pense sinon, que pour avoir on perd tout. un juste milieu,
On a C'est ce que j'explique, un petit peu moi, de mon côté de mes élèves, c'est il faut qu'il y en ait qui s'intéressent à la technique, qui le fassent, qui mettent les mains dedans. Et heu mmh, et il faut aussi des utilisateurs «lambda» entre guillemets. Il faut un juste milieu parce que le technicien, bah, il aura beau être derrière, son établi, derrière, ses composants, ce circuit imprimé, bah, s'il a pas de correspondant au bout parce que c'est trop limité et c'est vrai que, des techniciens purs et durs, on en a un petit peu de moins en moins, bah, il va vite se lasser et d'un autre côté, le mec qui parle sans arrêt, qui va faire que du DX ou autre, bah, s'il y a pas un peu de technique, je pense que ça va être très restreint au bout d'un moment et il va se retrouver un peu bloqué, quoi. bah, il faut pas alors ce qui en fait, il faut pas se mentir. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'on continue à avoir accès à du spectre gratuitement? Parce qu'il y a une vraie question qu'il faut se poser. Quand on regarde, la valeur marchande du spectre, si en France, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, il y a eu des mises aux enchères du spectre, Oui, oui. pour les bandes 5G, par exemple. Ah oui, oui, bah, On parle en complètement. on parle en milliards d'euros, hein, somme significative. Si on regarde le spectre auquel nous, radioamateurs, on a accès, C'est immense. bah, ça a de la valeur. Donc, qu'est-ce qui justifie qu'on continue à l'utiliser gratuitement? Il faut se poser la question. Et qu'est-ce qu'on donne en retour? Quel est notre retour? Il y a ça, c'est un «manque à gagner» entre guillemets pour l'État. Donc c'est quoi notre valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'on donne en retour? Et c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et moi je pense que si on veut continuer à être, à pouvoir bénéficier de ce spectre à titre gracieux, eh ben, il faut qu'on montre qu'on sert à quelque chose. Alors, je dis pas qu'il faut impérativement, chiffrer, quantifier monétiser notre utilité, ça a pas de sens. Je veux dire, celui qui va à la pêche, il va à la pêche pour son plaisir. Celui qui fait de la radio, il fait de la radio pour son plaisir et il a le droit, il y a pas de problème. Simplement, il faut aussi qu'on puisse être en mesure de dire, ben, notre action, notre activité sur les bandes, elle sert à quelque chose. Et elle sert à quoi? Elle sert à maintenir une compétence, elle Oui. sert à maintenir un savoir-faire, un savoir-être, une solidarité Et entre les gens et ça a de la valeur. Et donc il faut, ça a une voilà et valeur c'est à ça inestimable, qu'on hein, sert. et puis même professionnellement parlant, moi quand j'ai des élèves, ou quoi que ce soit et puis je leur dis: «Mais ça a une valeur ajoutée sur un diplôme ou autre». Moi j'ai un exemple, hein, le mien indirectement, hein. Moi quand j'ai postulé chez Free, parce qu'il y a quelque temps j'ai travaillé là-bas pendant 10 ans, bah, ce qui m'a fait rentrer, chez Free, bah, c'est la petite ligne où il y avait marqué: «Ah vous êtes radioamateur? Ah bah oui, oui, ah vous connaissez un petit peu les transmissions» et à l'époque j'étais que novice, mais ça m'a ouvert une porte. Je pense que 2 Mmh. CV identiques avec cette option-là dans la partie technique, bah, c'est un plus. C'est un plus pour les gens. C'est pas Bah oui, voilà, ah, j'en hein, suis ça va convaincu. pas faire une super grande différence, par rapport à une personne qui va avoir fait, 4 ans d'études au-dessus de bac, ou quoi que ce soit, mais il y a cette petite valeur derrière, il y a le côté curieux, il y a le côté, expérimentation, chercheur un petit peu à droite à gauche, Géo trouve tout, hein, puisque c'est aussi ça, hein, notre passion, qui fait que, on a une valeur, on Mmh a mh. cette valeur-là qui est là et qui est bien présente pour notre activité. Ouais, 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 tout à fait. Moi, je partage ce point de vue. Alors pour ne rien te cacher, moi j'ai une petite boîte et tous mes salariés et tous mes collègues sont radioamateurs. Voilà, donc comme ça c'est clair, c'est dit dès le départ. Écoute, ça tombe bien, je vais te C'était un laisser mon critère. CV, hein. Ouais, ouais, Non, c'est t'inquiète, pas il y a pas bien de de souci, on souiller se les gens. revoit après dans le podcast. Mais Ça marche. tu es passé donc, au conseil d'administration, puis après président. Comment ça s'est passé? Et ben, il a fallu trouver quelqu'un, l'ancien président, G3BJ, il m'a dit: «Écoute Sylvain, est-ce que tu as envie?» Bah, j'ai dit: «Écoute, je sais pas si je suis capable». Il m'a dit: «La question est pas là. La question c'est est-ce que tu penses que tu as quelque chose à apporter?» Ouais, j'ai dit: «Oui, je pense». Ah Il m'a dit: «Bah, bah, alors, voilà. présente-toi». Voilà et puis en fait, bah, j'étais le seul candidat, et ça m'a pas fait plaisir d'ailleurs parce que quand j'ai été élu, j'ai un peu dit aux gens que c'était quand même lamentable qu'il y ait qu'un seul qui se présente. Bah, Je un trouvais ça un petit peu dommage. par rapport à ce que tu Ouais. me dis, par rapport à la présentation du Yaru que tu me fais, bah, c'est tu as un peu le mauvais rôle.
Ah oui. Oui, oui, non, non, mais Ah tu oui, c'est clair, mais c'est as pas le grave mauvais ça, rôle. c'est pas grave. C'est-à-dire que d'un côté, bah, tu es là pour nous défendre, tu es là pour notre passion, pour nous donner, notre spectre, nos avancées, technologiques qu'on peut avoir à droite à gauche. Mais d'un autre côté, bah, quand on n'a pas, quand un enfant n'a pas son jouet, hein, de toute manière, il est pas content et sur qui il va taper? Bah, sur le président du Yaru, hein. Bah oui, bah, c'est pas grave ça. Au Oui, moins, non, enfin, mais non, mais c'est le jeu, c'est c'est comme bien, ça. c'est beau, Et puis moi j'apprécie beaucoup, tu président? Oui? mais non, non, mais en fait, ce qui a fait que j'étais motivé, c'est qu'on a alors, ce que je vais dire va pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est malheureusement la vérité. On a eu l'occasion entre 2019 et 2020 de faire une étude, donc qui sont membres de l'IRU, c'est les associations nationales. Donc en France, il y a un membre, c'est le REF, voilà, en Belgique, il y a l'UBA, et cetera, et cetera. Chaque pays a une association historique qui est membre de l'IRU. Et on a eu l'occasion en 2019 de faire un sondage et de regarder un petit peu, en fait, ça faisait des années qu'on voyait que le nombre de membres, dans les différents pays, était en baisse. Et on a commencé à creuser un petit peu et à se demander quelle était la moyenne d'âge, quelle était, la pyramide des âges, la distribution des âges dans les différentes associations. Et là, en fait, quand on a eu les chiffres, on a eu, peur. On s'est rendu compte que, si on se bougeait pas les fesses, pour rester poli, on avait un problème de fond. C'est que d'ici 10 ans, ça servait plus à rien qu'on aille se bagarrer pour défendre le spectre parce que de toute façon, il y aurait plus personne derrière le micro. Ou du moins pas assez pour que ça vaille le coup de se battre. Et là, en fait, on s'est dit: «Il faut vraiment qu'on se bouge». Et comme j'avais été assez actif sur la question, d'essayer de bouger un peu les choses, et ben, l'ancien président m'a dit: «Bah, écoute, voilà, maintenant il faut tu as initié le truc, il faut continuer». Voilà. Et bon, je me suis dit qu'il avait raison et qu'il fallait aller au bout. Il fallait continuer. Et c'est pas facile, hein, parce que, en France, hein, il suffit de regarder dans les réunions radioamateurs la moyenne d'âge, elle est quand même très largement au-dessus de 65 ans. Allez, même 70, on va dire beaucoup. Et je sais que c'est pas politiquement correct ce que je vais dire, mais malheureusement, 70 ans, dans 10 ans, Oui. regardons les choses en face. Il y a un problème. Et le nombre de radioamateurs qui a moins de 30 ans, même moins de 50, moi j'ai même plus que 50, hein, il y en a pas beaucoup. Donc est-ce qu'on va arriver à défendre l'utilisation du spectre, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux gens qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table? Si on est, 2 pelés, 3 tendus? Alors Je suis pas sûr. je Ah, vais il y te a un vrai problème. rassurer, je commence à regarder un petit peu les chiffres, qu'on a, nous, dans notre petit radio club. Bon, nous, Ouais, on forme les gens, on a une technique un peu particulière puisque, on les forme, ou on les déforme, hein, suivant comment tu veux l'entendre, hein, il y a pas de souci. Hem, on en a formé mmh, 70 en 2 ans. Ce que pas trop mal non plus, avec un ouais, taux c'est pas mal. d'échec, on va dire relativement bas, même très bas. À l'heure actuelle, il y en a 4 sur les 70 qu'on a présentés, sur les 75 on va dire à peu près, hein, on va pas compter, au près. Il y en a que 4 qui l'ont raté et qui l'ont repassé et qui l'ont eu. Il y en a un qui est en attente pour le repasser après, mais ils l'ont tous eu, hein, quelque part. Et on regarde un peu les moyennes d'âge Mmh. qu'il y a dessus. Alors effectivement, on a pas mal de personnes en retraite et on a pas mal de personnes qui ont, on va dire, à partir de 45 ans, 40-45 ans. Et c'est déjà pas Ouais, mal. ah ça c'est bien, c'est bien. On a quelques jeunes aussi, beaucoup moins, hein, on a eu, 3-4 personnes qui avaient, en dessous de 25 ans, allez, en dessous de 30 ans, on doit être à peu près une dizaine. Donc il y a ce renouveau qui est là aussi derrière, Ouais, qui mais n'ont pas du tout la même mentalité, qui regardent bah, de l'expérimentation, qui regardent un petit peu avec les nouvelles technologies qu'on a là maintenant, hein, ce qui est normal. Et, et le rapport que j'ai fait, c'est simple, 45 ans, qu'est-ce qu'on a? On a les enfants qui sont devenus grands. On a un peu plus de temps pour soi et mmh, revenir un petit peu à nos plaisirs d'enfant quand on était jeune cibiste ou autre dessus, ça commence à revenir un petit peu aussi maintenant. Donc on a toute cette génération-là qui est là. alors maintenant ce qu'il faut, c'est les convaincre de s'impliquer dans l'associatif. De les Oui, convaincre que c'est pas que les autres qui vont le faire et que les associations, elles vivent que s'il y a des gens qui y consacrent du temps. Et ça prend beaucoup de temps, c'est eh sûr, oui, mais eh malheureusement, oui. voilà, il faut.
Et ça c'est pas facile. Alors, mais c'est bien déjà s'il y a un parce que bon les jeunes c'est bien, mais c'est quoi jeune? On sait je veux dire sur le fond, le problème il est pas dans Ah 20 oui, ans, oui, hein, il beaucoup est dans 10 plus. ans, il est à beaucoup plus court terme. Donc il faut qu'il y ait des gens il faut d'abord qu'il y ait toujours des gens qui trafiquent, parce que s'il y a plus personne sur les C'est bancs, ça. bah, ça sert à rien de s'embêter à essayer de défendre. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut que les associations, elles continuent à exister et pour qu'elles existent, il faut qu'il y ait des gens qui y donnent un peu de leur temps, qui consacrent un peu de leur temps libre, Oui. à la Oui, et communauté, c'est à une l'activité, aventure quoi. extraordinaire. Moi, je le vois, je pense que c'est l'une de mes plus belles aventures que j'ai vécues jusque-là, et j'ai fait plein de choses dessus, mais de tenir un radio club, c'est énorme. Et par rapport à toi, donc te voilà président. Est-ce que tu as eu tu t'es fixé des objectifs, des aspirations pendant ton mandat? Est-ce que tu t'es fixé, bah tiens, je vais essayer de faire ça ou ça? Alors notre plus gros défi, notre plus grosse, volonté, on va dire, enfin notre plus grosse action, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que le hobby soit connu par des gens qui ne sont pas de notre communauté. C'est-à-dire essayer en fait de Oui, rentrer en contact avec d'autres personnes, en mettant en avant et c'est pas facile parce qu'il y a un problème de fond, c'est que, enfin chaque communauté, chaque mouvement, on va dire, vit un peu en vase clos. Donc il y a une problématique d'arriver à à rentrer en contact avec les autres et puis de ne pas y aller avec un esprit conquérant en disant qu'on est les meilleurs et qu'on a des choses à leur prouver, mais plutôt voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et donc on essaye, c'est pas simple, hein, parce que en fait, des gens qui aiment la technique, des gens qui se passionnent pour la bidouille au sens large, hein, ou avec le côté noble du terme, on va dire, bah, les hackerspace, c'est pas nous qui les avons inventés, hein. Il y a beaucoup de gens qui se positionnent, un peu dans cet état d'esprit de dire que la technologie, c'est pas un truc qu'il faut subir, mais qu'il faut maîtriser. Et ça, là, on pense qu'il y a une communauté, de points de vue. Il y a des choses qui sont communes à ce que le radioamateur est. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut comprendre, qui utilise et qui cherche à comprendre, qui est curieux techniquement. Et donc on essaye d'avoir des collaborations avec ces communautés-là, mais en essayant d'y aller, pas en disant que nous, on va leur apporter quelque chose. C'est en se disant plutôt: «Ben, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble?» Donc il y a un problème, donc ça, c'est pas un truc facile. Alors c'est pas simple, hein, on ferraille, mais et là, la plus grosse difficulté, c'est nous. C'est-à-dire, c'est des fois un peu notre ego, notre orgueil de dire que nous, on est radioamateurs, on est les meilleurs, ça fait un siècle qu'on existe, donc les autres, voilà quoi. C'est pas évident du Et ça, c'est pas tout. facile. Et puis surtout que niveau de technologie, on est sur un super grand virage. Je pense qu'il y Mmh. a il y a des années en arrière, ben, on regardait, je fais cette comparaison-là, mais finalement, elle est bien bien réaliste, là-dessus. Il y a des années en arrière, c'était les tubes. Après, on est passé au transistor, on est passé sur des postes un petit peu plus, on va dire commerciaux. Et puis, bah, là, maintenant, on arrive depuis quelques années, ben, on a l'informatique qui n'est plus, raccordée une pièce en plus de la station radio, mais on l'a dans la station. Elle n'est plus indépendante, c'est plus quelque chose qu'on rajoute pour avoir un carnet de trafic ou autre. Maintenant, les transceivers, ils sont pilotés par ordinateur, ils sont gérés par ordinateur. C'est un ordinateur, hein, déjà, hein. Il suffit de regarder certains postes. Ils ont Windows à l'intérieur, hein, voire même de l'Ubuntu, je pense au Xiegu, là, où on peut leur mettre un Linux à l'intérieur, et ça fonctionne à merveille. Donc on est sur un virage comme ça, et plus je vois les gens bricoler, alors, il y en a encore qui bricolent un petit peu à l'ancienne en électronique ou autre. Plus j'entends parler de systèmes comme le LoRa, bah, on a eu la chance d'avoir et voilà, la semaine dernière qui nous a Fred, beaucoup parlé du LoRa, mais il y a plein de projets comme ça, et l'informatique est omniprésente. Donc, je pense qu'il y a une réserve de futurs radioamateurs qui peut se trouver là-dedans. ouais, alors pour ne rien te cacher, personnellement, si je suis revenu à la radio et que j'ai repassé ma licence, c'est parce que j'ai commencé à moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est, Oui, le traitement du signal et la SDR et je me suis remis à faire de la SDR dans les années 2000 et quelques, quand mon ordinateur a commencé à être assez puissant pour pouvoir le faire et après avoir bricolé mes premiers trucs, je me suis dit: «Bon, maintenant, si je veux les tester pour de vrai, bah, il va me falloir une licence». Donc la raison pour laquelle j'ai passé ma licence, c'est parce que je voulais pouvoir utiliser les bidouilles que j'avais faites oui. et c'était pas pour faire du trafic, ça m'intéressait pas.
Donc je je suis enfin, moi ce qui fait qu'aujourd'hui je continue à faire de la radio, c'est parce que je fais de la SDR et parce que je développe des trucs et que je teste et que en fait, mon intérêt dans le radioamateurisme, mais ça c'est personnel, hein, ça a rien à voir avec, et je comprends complètement qu'il y a des gens qui sont des fans furieux du contest, je respecte complètement. Mais personnellement, moi ce qui m'a intéressé, c'est pas ça, c'est juste le plaisir de pouvoir tester en vrai un truc que je me suis fait chier à bricoler. Voilà, il y a que ça qui Ouais. m'intéresse en fait, c'est bricoler et essayer. Et le faire de façon légale, sur l'air et de cramer des amplis Mais c'est qu'il y ça. ait de la fumée qui Mais tu sort, sais, que ça marche c'est pas. pas parce que tu fais des Ouais. concours ou autre. Moi, les plus beaux concours que j'ai fait jusque-là, à part, bah, forcément, avec Kaimi, on en fait des super beaux aussi, mais les plus beaux concours que j'ai vécu à l'époque, bah, c'était quand on allait du côté des Mers-les-Bains avec le Radio Club F5 KKD, qui est pas très loin de KGL, que tu as dû connaître. Mmh, Et les mmh. amplis, il y avait plein de matériel qui était fabrication maison, où on bichonnait, où on regardait, et il y avait vraiment un mélange entre bah, la technique pure et dure, les techniciens qui étaient derrière et autres, et les contesteurs aussi qui étaient là, et c'était un mariage idéal. On ne pouvait pas rêver mieux, hein, de toute façon. Ah, Et donc voilà, donc la techno, moi je suis vraiment un technophile, c'est vraiment un truc qui me passionne, quoi. Plus c'est compliqué, bricoler, ça j'apprends des trucs, je me couche plus heureux quand j'ai appris à résoudre un problème que voilà, nouveau, ça m'amuse. Alors après évidemment, dans la communauté, il y a des gens qui sont des contesteurs, chevronnés, d'autres qui sont des télégraphistes chevronnés, d'autres qui font ouais, très bien, il y a aucun problème, il faut de tout et c'est justement parce qu'on est pluriel c'est ça. qu'on fait des choses bien. Mais voilà et en fait, dans nos actions, envers l'extérieur, n'essayons pas d'imposer aux autres ce qu'on ne s'impose pas à nous-mêmes. Voilà, donc pour revenir à ta question sur, les challenges et ce qu'on fait avec les qu'est-ce qu'on essaie de faire avec l'extérieur? Ben, c'est pas facile. On essaie d'aller voir les gens, on essaie de leur expliquer un peu qui on est et puis d'espérer qu'on a des choses à partager. Voilà, bon, ça se passe pas trop mal en général, mais il y a quand même en interne des fois des freins, parce que pour certains, c'est pas de la radio, quoi. C'est de l'informatique, c'est pas de la radio, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes trucs? Ah, mais c'est ça, je suis d'accord. Voilà, bon. Mais à côté de ça, malgré tout, on continue aussi à donner des sous pour des contests, Oui. et voilà, Ah et oui, il faut que tout le bon, monde y ça trouve devrait son le compte. faire de toute façon relativement bien, et j'espère qu'en tout cas ça va bien avancer. Justement, quel conseil tu pourrais donner, puisque on a quand même quelques jeunes, mais on a ces jeunes-là qui se retrouvent un petit peu bah, soit isolés, soit peut-être pas encore tout à fait en place dans des radioclubs. Quel conseil que tu pourrais leur donner pour s'impliquer davantage dans la communauté, pour contribuer un petit peu au développement de notre activité? Alors c'est une vraie bonne question parce que, dans les radioclubs, il y a les radioclubs, qui sont ravis de voir des gens Oui. nouveaux arriver et les radioclubs que ça emmerde. Et je désolé encore de pas être très politiquement correct, mais voilà, faut appeler un chat un chat. Donc d'abord il faut d'abord, se renseigner sur le radioclub, je pense et ce qui est important, c'est d'aller, rejoindre une communauté de gens qui partagent, en fait, un peu les mêmes envies. Donc quelqu'un qui a envie de s'impliquer pour partager, pour faire de la technique, bah, il faut qu'il rejoigne un groupe de gens qui font de la technique, mais pas des gens qui font que du contest, par exemple, si ça l'intéresse pas. Donc déjà, je pense que ce qui est important, c'est déjà de se renseigner un petit peu. Et après, ben, je pense qu'il faut, tout simplement, y aller avec sa bonne humeur et puis avec l'envie de partager. Je dirais que j'ai pas enfin, il y a pas de conseil en général. Le truc, c'est qu'il faut bien choisir avec qui on de quel, «mouvement» entre guillemets ou de quel courant on se rapproche. Il y a des radioclubs où il y a des gens, ils ont juste envie de partager des expéditions, des X, bah, c'est très bien. Oui. Mais c'est quelqu'un qui bricole, il aura pas envie d'y aller, il va s'ennuyer. Voilà et à l'inverse, il y a des radioclubs où il y a que des fous furieux du fer à souder et quelqu'un qui aura envie de faire que du trafic, peut s'ennuyer. Donc je pense qu'il faut admettre qu'on est une communauté, heu, diverse et qu'il y a voilà, faut pas chercher encore une fois, pas chercher à imposer son point de vue, respecter celui des autres et puis voilà, essayer d'apporter Ah bah, je sa suis pierre à assez l'édifice. d'accord, et moi de mon côté, je leur dis bah, si vous ne retrouvez pas
quelque chose qui vous plaît, qui correspond un petit peu à votre façon d'être, à votre voilà, parce que malheureusement des radioclubs, bah, on en a qui sont super ouverts, mais on en a d'autres c'est un peu plus dur. Bah, je leur dis bah créez quelque Ouais, chose ou même ceux qui n'ont rien. Moi, il y a des régions, alors peut-être pas des départements, parce que exactement. généralement, on a au moins une association départementale qui est là, mais créez quelque chose, faites les choses. Mais alors tu vois, ça pardon, ça en fait, c'est un réflexe de vieux, de parler de radio club. Parce que, les si tu prends les projets open source, des projets de développement logiciel, beaucoup de projets, les gens ils travaillent ensemble, il y a une communauté qui se crée, les gens ne se connaissent pas et ils ont pas besoin de se connaître. C'est-à-dire qu'ils ont pas besoin de se connaître physiquement et en fait, c'est en ça qu'il y a une très grosse différence entre notre génération, enfin, je sais pas quel âge tu as Dimitri, mais ma génération, on va dire de 50 ans et plus et les plus jeunes, c'est que notre, hem, façon d'interagir avec les autres, elle a changé. Nous, les vieux, on a besoin de se voir et de partager un café au minimum et de se retrouver dans un lieu physique. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Tu as beaucoup de gens qui partagent des choses sur les réseaux sociaux, qui utilisent, l'informatique et qui utilisent des outils divers pour communiquer et qui ont pas besoin de se connaître. Ils peuvent être donc en fait, il y a une évolution qui se fait dans la société de gens qui, se respectent, partagent des choses sur des sujets techniques, sur des sujets, diverses, enfin techniques ou pas en fait, sur des sujets d'intérêt commun en fait, tout simplement, et qui créent des communautés qui ne sont pas pas organisées de la même façon. Et donc en fait, je pense que là où on a du mal, nous, la génération actuelle de radioamateurs, Ouais, majoritaire, on va dire, celle qui est âgée, qui a les cheveux blancs, elle n'est pas prête à cette interaction-là. Et c'est en ça que en fait, notre plus gros challenge, il est là. Il est comment est-ce qu'on peut faire pour que la génération des gens qui connaissent, qui sont pas nés avec des réseaux sociaux, qui sont pas nés avec des téléphones, comment est-ce qu'ils peuvent partager quelque chose avec des gens pour qui, bah, qui sont nés avec un téléphone dans la main, qui sont nés avec TikTok, qui sont nés avec, voilà, qui sont familiers de ça. Et en fait, il y a un vrai décalage, une difficulté, ouais. d'échanger, de se comprendre. Mais je te rassure, Et je c'est pense pas que notre plus que gros dans les challenge, il est là, en fait. associations radioamateurs, c'est dans toutes les associations. Je pense que Ah non, l'association, non, le, ouais, bien le- sûr, c'est le- le sociétal. cercle associatif a une vraie remise en question, que ce soit un club de bridge ou un club de radio amateur ou un club de karaté ou quoi que ce soit. Et encore, là, c'est sportif, donc il y a toujours un peu de monde derrière, mais pour le reste, c'est très très dur. On a vu une partie un petit Oui. peu alarmante de ce que tu nous donnais un petit peu dans 10 ans du radio amateur, mais pour toi, quel avenir, là, à l'heure actuelle, a le radio amateur? À quel avenir il a? L'avenir qu'il a, il est radieux à partir du moment où on se donne la peine, de partager ce qu'on fait. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une vraie valeur ajoutée à maîtriser de la technique, une vraie valeur ajoutée à communiquer, à échanger. Et simplement, en fait, on a honte de ce qu'on fait. Et Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on ne communique pas assez sur ce qu'on fait. Donc je pense que je suis pas inquiet. Notre difficulté principale, c'est d'être fier de ce qu'on est et de revendiquer ce qu'on fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment aussi con que ça, je pense. L'avenir du radioamateurisme, il est positif tant qu'on est fier de ce qu'on est et ouais. qu'on est en capacité à faire rêver les autres. Comme moi, j'ai rêvé il y a quelques années quand, j'entendais dans le poste Sibi dans la bagnole, des gens des pays d'Europe et je trouvais ça génial. Alors aujourd'hui, c'est pas que ça qui fait rêver les gens, évidemment. C'est vrai. Il suffit de décrocher le téléphone portable. Mais, mais, la magie technique, elle existe toujours. C'est juste qu'il faut trouver comment Alors, il faut pas je, mettre je sais que en tu es avant un les mêmes petit choses. peu défi, je sais que tu fais vraiment les choses dans les promotions ou autres pour le radio-amateurisme. Moi, j'ai envie de dire, on est en phase montante. On a dépassé les 14 000 radioamateurs. Il y a encore quelques temps, on était que 13 000. Donc, on est vraiment en train de monter. Et je pense que c'est pas juste l'effet Covid qui est derrière, mais on a vraiment cette montée qui est significative. Ça Moi, j'ai bien envie de ouais, mettre au défi l'IARU et le REF particulièrement parce que bah, le REF, c'est un petit peu notre fédération de tutelle en France. Allez, dans 10 ans, 20 000 radioamateurs, c'est possible selon toi? Bon, bah voilà, j'espère vous bien avez que le c'est possible. maintenant. J'espère bien. Mais ce que j'espère aussi, c'est que dans les 5 000 nouveaux qui vont arriver, plus tous ceux qui vont remplacer ceux qui nous auront quittés, ils s'impliqueront dans la vie associative. Sinon, il y aura plus de vie associative et donc il y aura plus grand C'est chose. ça, Et il est c'est là le ça. problème aussi.
Devenir radioamateur, c'est bien, s'impliquer dans la pour les autres, c'est Ouais, important je aussi. pense qu'on a Et vraiment ça, c'est un truc une qu'il faut pas oublier. politique de communication à revoir, mais complètement sur notre approche pour faire venir les gens dans notre passion, hein, comme dirait un ami, hein, choper le virus, mais choper le bon virus, hein, parce qu'une fois qu'on l'a, il nous lâche plus celui-là, hein, de toute façon. C'est clair. Euh, quel rôle pour toi le Yaru peut-il à jouer pour justement atteindre cet objectif? Tiens. Alors, ce qu'on essaye de faire, alors là-dessus, on a, travaillé pas mal avec les différentes associations il y a 2 ans maintenant. Pendant le covid, on s'est pris, une bonne semaine, de visio, de Zoom toute la journée, entre tous les pays de la région 1, c'est-à-dire, en gros, du pôle Nord au pôle Sud, on va dire. On a passé beaucoup de temps à discuter et en fait, on s'est posé la question de à quoi on voulait que le radioamateurisme ressemble dans les 10 ans qui viennent. Alors c'est une vaste question parce que évidemment, ça dépend de ce que chacun fait de la radio. Les gens qui font des contests, ils veulent continuer à faire des contests. Les gens qui font de la technique veulent continuer à faire de la technique, évidemment. Mais la question qu'on s'est posée, c'est en gros, quelles étaient on va dire nos valeurs, qu'est-ce qui nous semblait important. Donc on a réussi un petit peu à mettre ça à plat et puis de se dire: «OK, maintenant qu'on sait, ce qu'on veut défendre, ce qui est important pour nous et ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver ça?» Et on a eu pas mal de discussions vraiment intéressantes et le fait de partager ça avec des gens de cultures différentes, tu vois? Des gens du Nord, des gens du Sud, des gens d'Afrique, des gens du Moyen-Orient, des gens de l'Est et en fait, on a une culture différente, donc les débats sont toujours riches et on a comme ça, travaillé sur un programme de promotion et de sujets à mettre en avant et on a décidé de mettre un gros paquet d'argent de côté, pour faire de la promo. Donc on a imaginé un certain nombre d'actions, des challenges, d'innovation, des actions vers d'autres communautés, alors, il y a eu des concours qui ont été lancés pour proposer des idées, et avec des prix. En fait, tout ça, c'est pour un alors, au-delà du prix, au-delà du truc, c'est aussi, très simplement de faire réagir les gens, de les faire réfléchir, en fait. De leur demander, comment promouvoir le radioamateurisme. Alors non pas qu'on ne saurait pas le faire, on pourrait tout à fait payer une entreprise, de communication pour le faire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est, que les gens se posent la question, en fait, et commencent à se rendre compte qu'on fait quelque chose d'important et que, oui, c'est un hobby, c'est vrai, mais ça peut aussi servir à quelque chose. Voilà, en fait, donc on a une ces actions de construire, on va dire, des espèces de kits de promo, et d'actions de promo et qu'on essaye de faire passer auprès des différentes associations nationales. Alors c'est pas facile, parce que dans beaucoup de cas, les gens adhèrent à leur association nationale parce qu'ils ont une QSL, parce qu'ils ont le service QSL. Le reste, ils s'en foutent. Alors que, voilà, ça suffit pas, quoi. Il y a pas que ça qui compte. La QSL, c'est bien, mais dans 10 ans, il y en aura plus Je des QSL. je suis désolé, je vais te Peut-être. contredire là-dessus parce que effectivement, alors moi la première f le l'une des premières choses qui me fait souscrire au ref, c'est effectivement les cartes QSL, mais pas dans l'esprit de dire: «Bah oui, tiens, ça y est, j'ai les cartes QSL papier», mais de trouver ça, c'est historique, c'est un petit peu notre passé, notre vie et ça doit vivre encore et c'est un peu Je pour ça parce comprends, que mais maintenant la confirmation de contact, on l'a en numérique et c'est très bien, hein, voilà. ouais, ouais, ouais. Le nombre de QSL échangés, alors ça, je suis sûr des chiffres, j'ai pas le détail des chiffres exacts, mais la Ah mais tendance, elle est c'est claire. clair. Ça descend à une vitesse, tu as pas idée. Oui. C'est en train de s'effondrer et aujourd'hui, économiquement, ça devient un truc compliqué à gérer. C'est-à-dire que, il y a des associations, nationales qui, jusqu'à récemment, avaient des salariés qui faisaient que ça et aujourd'hui, les gens, ils sont payés à rien faire. Vraiment, ils ont plus de boulot. Et le nombre de Q enfin, c'est pas une blague, hein, c'est-à-dire que le nombre de QSL, il est en train de s'effondrer. Alors ça fait des années que ça dure, hein, ça s'est pas fait en un an. Mais il y a, une décroissance vraiment importante. C'est un truc qui s'est C'est accéléré, un peu le mais, c'est modernisme qui impressionnant. arrive, c'est le mauvais Heu, côté du modernisme parce que je sais ça reste un moment magique, un moment oui, où on regarde sa boîte aux lettres et on voit que, notre QSL manager départemental nous a déposé une petite enveloppe avec une dizaine de c'est écoute, qu'est-ce que j'ai eu? C'est une petite surprise et ça reste toujours, à moi ça me fait ça fait, allez, 30 ans que je fais de la radio, hein, facile, mais je reste toujours, émerveillé par ça, hein. ouais, mais il y a mais et ce qu'il y a de surprenant, tu vois, c'est que enfin, alors je j'ai pas les chiffres exacts, mais
Il y a des endroits des pays où on allait traiter, des tonnes de QSL par an, on passe à quelques dizaines de kilos. Oui, Enfin, c'est pas une blague, ça s'est oui, ça ne effondré. m'étonne pas. Le C'est REF n'a plus impressionnant de QSL, et enfin donc de salariés pour traiter les cartes QSL, je crois d'ailleurs. je sais pas, je tu sais, j'ai pas, alors, aussi pour clarifier les choses, je suis pas, Oui, élu du REF. Moi, j'ai des relations, cordiales avec le REF, mais globalement, je suis pas impliqué dans la gestion du REF, à part qu'on se fâche régulièrement sur des détails, c'est une réalité, mais hein, ça ouais, c'est je suis pas dans la malheureusement, c'est voilà, hein, c'est bah, non seulement pour la personne qui travaillait là-dedans, mais je crois qu'elle fait autre chose maintenant, mais toujours au REF. D'après ce que j'ai compris, hein, donc je dis vraiment ça au conditionnel dessus, mais effectivement les cartes QSL disparaissent et moi j'ai envie de continuer quand même vraiment. Je pense que je serai le dernier à cotiser, pour les cartes QSL et à les envoyer tout le temps. Je crois que je vais être le dernier là-dedans. Mais c'est pas grave, je le ferai, je continuerai. ouais, ouais, mais non, mais en fait, Oui, c'est un truc qui coûte beaucoup d'argent, hein, aux associations, parce que et en plus, aujourd'hui, ça devient un truc compliqué parce qu'il y a il y a problème de douane. Alors c'est un truc bête, hein, mais aujourd'hui, expédier un carton de QSL de la France vers un autre pays, et ben, les douanes disent: «Ouais, mais c'est quoi la valeur marchande?» Bah, elle dit: «Mais ça a pas de valeur, c'est du papier». eh «Ah oui. oui, mais si vous les expédiez, c'est que ça a de la valeur». Et donc ils demandent une valeur et des fois ils mettent des taxes. Ah là là, c'est du grand délire. Et donc il y a des fois où ils vont refuser, par exemple, de prendre en charge l'expédition des QSL parce que le destinataire, c'est un bureau. Il y a personne, c'est une boîte postale. Ils veulent pas. Ils disent: «Oui, mais il y a une valeur marchande, il y a des taxes, des droits douaniers à percevoir, et en face, comme c'est une boîte postale, il y a personne pour collecter les taxes. Donc on refuse de les expédier». Enfin, on rentre dans des trucs, mais C'est aberrant. ouais, ah non, ça devient vraiment compliqué. Il y a des assos qui avaient alors pour ne pas les citer, les Allemands, qui ont un service de QSL qui est un truc, super bien fait avec une machine pour trier les cartes, et ce service-là, il a tourné pendant des années avec beaucoup de salariés, à gérer des quantités importantes de cartes QSL, et aujourd'hui, pour maintenir la machine, des machines de tri automatique, donc c'est des machines postales au départ, hein, qui étaient utilisées pour les tris de cartes postales, les tris des lettres, avec système optique de reconnaissance, etc. Ils sont obligés de gérer des cartes QSL, enfin ils demandent de gérer des cartes QSL d'autres pays que l'Allemagne pour maintenir la Eh machine en oui, service ça et m'étonne maintenir pas. l'activité. Parce que en fait, ça a tellement les quantités se sont tellement effondrées que en fait, ça ne devient plus économiquement viable. Ah, ouais. Donc, enfin, bref, tout ça pour dire qu'il y a certaines associations, enfin, des radioamateurs qui adhèrent à leur Oui, association oui. nationale que pour la QSL. Et comme il y a dans certains cas, des associations qui se retrouvent en difficulté pour gérer la, la- la gestion des QSL, en fait, il y a des assos qui sont dans des situations difficiles, qui se demandent économiquement comment elles vont faire. Parce qu'à part C'est augmenter le ça prix de la malheureusement. cotisation, ils ne savent pas comment s'en sortir, quoi. Et ouais, ça Sur devient vraiment sur cette compliqué. petite note-là, moi, ce que je te Euh, propose, puisque je vois un petit peu le temps passer et je pense à nos auditeurs qui sont là derrière, eh ben, je te propose qu'on se retrouve pour un deuxième rendez-vous pour continuer un petit peu tout ça. avec Et puis plaisir. comme ça laissera le temps à nos auditeurs de t'envoyer des petites cartes QSL pour dire ils t'ont bien. Avec plaisir, bien sûr, Merci pour avec ton plaisir. temps et puis bah, je te dis à bah, très très vite puisqu'on va se retrouver. Il sera fait en deux parties du coup l'épisode cette semaine et la semaine prochaine. Ok, Eh merci. ben, avec plaisir. À très bientôt à tous. Merci.